Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition du Mardi des Bernardins. Je salue les téléspectateurs de KTO, KTO partenaire du Collège des Bernardins pour ce Mardi des Bernardins. Je salue aussi les auditeurs de Radio Notre-Dame qui suivent notre émission ainsi que le public ici présent. Beau boulot, Pierre, derrière cette petite remarque sympathique et apparemment anodine qu'un patron va adresser à son collaborateur réside tout un édifice que nous allons visiter ce soir, celui de la reconnaissance dans l'entreprise. Ce beau boulot, Pierre, c'est peut-être ce plus qui va faire avancer Pierre, lui donner goût à son travail et faire gagner l'entreprise. La reconnaissance dans l'entreprise, sincérité ou efficacité, en d'autres termes, peut-on voir la reconnaissance comme l'expression d'une sincérité dans le but d'une efficacité. La reconnaissance, même sincère, est-elle un outil de performance au risque de se pervertir? Ce sont entre autres les questions de ce soir que je vais poser à mes invités. Bonsoir Patrick Dumoulin. Bonsoir. Vous êtes aujourd'hui directeur de l'Institut Great Place to Work France, littéralement meilleur endroit pour travailler. L'Institut Great Place to Work qui propose aux entreprises, je cite, de réconcilier performance économique et performance sociale. Vous décernez notamment chaque année un prix du meilleur endroit pour travailler. Où travailler? Tout à fait. Nous publions chaque année, effectivement, le palmarès des entreprises où il fait bon travailler. Hubert Mongon, bonsoir. Vous êtes vice-président ressources humaines McDonald's France et Europe du Sud. En France, McDonald's, quelques chiffres, plus de 69 000 salariés, 3 000 emplois créés par an en moyenne, 65% de votre personnel a moins de 30 ans. 80% des contrats sont des CDI. McDo, qui est réputé pour son management et qui fait partie des Best Places to Work dans le palmarès de votre institut, Patrick Dumoulin. Et puis bonsoir Yves Le Bihan. Bonsoir. Vous êtes à la tête d'Angel, une société de conseil que vous avez fondée et qui accompagne, je cite aussi, les dirigeants dans leurs défis de transformation. Mais vous êtes aussi président de l'Institut français du leadership positif. Le think tank, beaucoup d'anglicisme, on va un peu s'expliquer. Donc leadership positif, le think tank du renouveau des modèles de leadership dans les organisations. En deux mots. En deux mots, c'est comment mieux équiper nos dirigeants pour mieux réussir les transformations de leurs entreprises. Et ça passe notamment par le levier de la reconnaissance. Je crois qu'on va à nouveau l'aborder. On va en parler. Et puis ce soir, vous nous distillerez quelques résultats d'une étude exclusive que vous venez de mener sur la gratitude dans les entreprises en France. On est tout proche du sujet. Absolument. Je voudrais qu'on commence tout simplement, peut-être avec vous, Hubert Mongon. De quoi parle-t-on lorsque l'on parle de reconnaissance dans l'entreprise? Ça correspond à quoi pour vous? Écoutez, d'abord, c'est un sujet extraordinairement important et extraordinairement complexe. Il y a évidemment, effectivement, une dimension, je pense qu'il ne faut pas l'écarter, une dimension matérielle. La rémunération. Voilà, c'est-à-dire que notamment. La finalité, effectivement, d'une activité en entreprise en tant que salarié, par définition, c'est d'essayer de gagner sa vie, évidemment, le mieux possible et donc, effectivement, d'avoir une rétribution. Donc c'est évidemment un levier. Je mettrai tout de suite un bémol effectivement autour de la question de la rémunération, puisqu'on s'aperçoit en général, et puis à travers l'expérience que je peux avoir, que la question, c'est pas finalement le niveau de la rémunération, mais finalement la façon dont elle est communiquée, ce qu'il y a dedans, et surtout la cohérence de la rémunération. Donc c'est peut-être le premier sujet. Deuxième sujet, c'est évidemment la reconnaissance autour de la qualité du travail. Vous y avez fait mention tout à l'heure dans votre introduction. C'est évidemment un sujet clé. C'est-à-dire, mon travail est-il reconnu? Et qu'est-ce qui est derrière ça? C'est la qualité de mon travail. C'est le beau boulot, quoi, par exemple. Comment on évalue la notion de qualité? Qu'est-ce qu'on met derrière la notion de qualité? Et là-dessus, il y a des critères multiples, à la fois personnels, mais également généraux, et sur lesquels on peut débattre. Et puis le troisième levier, mais je pense qu'on en reparlera également, c'est le levier de la compétence et surtout de l'évolution de la compétence. Et derrière ça, la qualification. Derrière la qualification, l'employabilité. Et on a des liens aujourd'hui extrêmement proches, particulièrement dans les temps compliqués que nous vivons, entre reconnaissance, formation, qualification et employabilité. Je pense que là, on a une partie du paysage qui s'éclaire. Alors si on s'arrête un petit peu sur la rémunération, parce que quand même, c'est quand même finalement, on va dire, le premier étage de la fusée, si on peut dire. Je suis rémunéré pour ce que je fais, c'est une forme de reconnaissance. Peut-être me tourner vers vous, Patrick Dumoulin. Finalement, la rémunération, est-ce que c'est vraiment une reconnaissance? Est-ce que c'est pas tout simplement une question de justice? J'effectue un boulot, on me paye, c'est pas de la reconnaissance, c'est finalement un échange.
Certes, ça peut être une vue un petit peu réductrice, si je peux me permettre. Je vous en prie. Au niveau de la rémunération, c'est quelque chose chez Great Place to Work sur lequel on se penche beaucoup. Et il est clair que je dirais que les salariés français ont sûrement un problème avec la rémunération parce que, en termes de reconnaissance, ils ont du mal à évaluer s'ils sont bien traités ou maltraités. Moi, je voudrais souligner un point, c'est qu'il n'y a pas de performance sans motivation et qu'il n'y a pas de motivation sans reconnaissance. Ça nous paraît essentiel. Alors, le fait est que la reconnaissance matérielle est importante, mais on aura l'occasion d'en reparler ce soir, c'est loin d'être tout. Vous nous dites en fait que la reconnaissance, de toute façon, c'est un incontournable dans l'entreprise pour la Forcément. motivation. Forcément. C'est un postulat, de toute façon. Forcément, la reconnaissance est protéiforme, elle est incontournable dans l'entreprise et c'est un postulat de base. Alors, Hubert Mongon nous a cité trois types de reconnaissance, peut-être 3 étages, on va dire, d'une certaine fusée RH. Je ne sais pas comment on pourrait en parler. Mais Yves Le Bihan, je sais que vous voyez aussi 4 types de reconnaissance. On pourrait peut-être, dans cette introduction, les énumérer pour que voilà, on sache de quoi on parle. Alors, oui, je vais vous répondre avant. Je voudrais juste réagir vraiment 2 secondes sur la reconnaissance matérielle financière. Il y a une étude très claire des États-Unis qui démontre que la satisfaction moyenne, la durée de satisfaction moyenne après une augmentation est moins de 12 mois. Donc, on sent bien que pour motiver et engager les collaborateurs, il faut vraiment aller au-delà de la rémunération. Alors, oui, nous, on cultive à l'Institut français de leadership positif, espèce de reconnaissance circulaire, c'est-à-dire que on peut, et je pense qu'on doit d'abord s'intéresser à ce que délivre comme résultat le collaborateur, hein, c'est ce qu'il fait, c'est ce qu'il délivre plutôt. Il y a une deuxième forme de reconnaissance très puissante qui est la reconnaissance finalement de l'effort, de l'engagement. Alors, il y a une notion de fierté, de développement des compétences. C'est finalement, je suis reconnu pour ce que je fais, indépendamment des résultats. Et puis, il y a une troisième forme de reconnaissance pour nous qui est juste fondamentale, essentielle, c'est la reconnaissance de l'individu, intrinsèque, qu'on appelle la reconnaissance existentielle, qui je suis finalement. Donc voilà, je pense que, comme le disait mon confrère, il y a des formes de reconnaissance, et c'est toutes ces formes qu'il faut travailler véritablement dans le monde de l'entreprise. Alors, est-ce qu'il y a quand même, Hubert Mongon, est-ce qu'il y a quand même un ordre dans les reconnaissances? C'est-à-dire que si on ne paye pas un salarié, de toute façon, on peut lui dire qu'on aime l'individu qu'il est et les efforts qu'il fait. Il manquera de toute façon, je dirais, la base de la reconnaissance. Il y a quand même une sorte de déroulé du système de reconnaissance. Enfin, moi, je dirais ça autrement. Il y a des fondamentaux. Alors après, effectivement, qu'est-ce qu'on met dans ces fondamentaux? On a parlé effectivement de la reconnaissance matérielle. Je pense qu'on est à peu près alignés, à peu près en phase. Quand on regarde aujourd'hui ce qu'attendent les collaborateurs, les salariés, les ouvriers, les employés effectivement de leur organisation, on va dire l'entreprise en l'espèce, la première chose qu'ils attendent et auquel ils sont extrêmement sensibles, c'est la confiance envers le management. C'est la première des attentes, la reconnaissance étant tout de suite après le deuxième sujet qui est source ou non d'engagement, et qui dit engagement, M. Doumelin l'a souligné tout à l'heure, dit évidemment performance de l'équipe, performance de l'entreprise, et puis au final, effectivement, donc une dynamique positive. Donc on est dans quelque chose qui est très proche entre finalement la confiance en le management et tout de suite après la reconnaissance. D'ailleurs, on pourrait se demander s'il n'y a pas des passerelles entre les deux, puisqu'il y a besoin, je pense qu'on le redira tout à l'heure, d'un peu de cohérence dans ce qu'on essaye de faire. Aujourd'hui, on parle beaucoup du sens donné aux choses, du sens donné aux actions, du sens de la réflexion. Donc on se sent bien, je dirais, à mi-chemin entre ces deux sujets, confiance dans le management, reconnaissance. Après, effectivement, je pense qu'on peut rentrer dans le détail. Non, on va évidemment parler aussi de la nature de la reconnaissance, c'est-à-dire à quoi on la reconnaît et qu'est-ce qui fait qu'on peut parler de reconnaissance ou pas, parce qu'il y a aussi l'inverse de la reconnaissance. Et qu'est-ce que c'est que l'inverse de la reconnaissance? Mais d'abord, peut-être, puisque vous avez la parole, gardez-la, Hubert Mongon, sur les outils. Quand on est dans des ressources humaines, on a des outils de reconnaissance. Alors, on a parlé du salaire, si on veut, mais il y a des choses qu'on utilise, on a un guide de la reconnaissance, comment ça marche? Non, il n'y a pas de guide, il n'y a pas de système de reconnaissance, il y a d'abord une conviction. Est-ce que c'est un sujet que j'ai envie de traiter en tant que manager et de traiter au niveau où il doit l'être, encore une fois, donc en tête de peloton, en tête de gondole, vous appelez ça comme vous voulez, mais en priorité, on va dire.
Derrière ça, oui, on a tous des outils en tant que DRH d'évaluation, de calibrage, voilà, en fonction de critères. En fonction de critères, je sais que par exemple chez McDonald's, on a un système d'évaluation de nos managers qui sont basés sur la capacité effectivement à tenir des engagements, la capacité effectivement à aller vers la formation et l'animation des équipes, à avoir des équipes qui soient au bon niveau, au bon moment. Donc on a voilà, un certain nombre de registres, mais je pense que toutes les entreprises, tous les grands groupes en tout cas ont ce type de choses. Le point important, et c'est je crois ce qui fait la différence d'une entreprise à une autre, c'est la façon dont on s'occupe des gens au sens large. Alors c'est peut-être un peu désuet, mais moi j'ai vu des systèmes où finalement à budget zéro, j'ai passé quelques années dans le secteur de l'automobile avec des niveaux de productivité qui sont ceux qu'on connaît, des niveaux de marge quasi nuls. Et pour autant, il faut que vous animiez une collectivité de 1000 salariés avec rien dans votre budget pour faire quelque chose en plus. Et donc, comment on fait ça ? On le fait d'abord au quotidien, à travers effectivement des mises au point à l'instant T sur ce qui vient de se passer ou ce qui va se passer. Ça passe également par une communication permanente, effectivement, de l'encadrement intermédiaire avec les équipes. On reviendra peut-être sur le rôle de l'encadrement intermédiaire. Ça passe par une conviction régulièrement communiquée du directeur général, en l'espèce, qui est là, effectivement, pour donner le sens de l'histoire et donner les résultats en temps réel. C'est ce qu'attendent les gens. Et se dire que finalement, à un moment où on le peut, et c'est uniquement au moment où on le peut, il faut le dire pourquoi, les choses se mettent en place et ça participe d'une vie en commun. Alors après, ça peut être des actions de fun. On parle souvent de fun chez McDonald's. La notion de plaisir est importante. Le plaisir qu'on a à se retrouver. Je me souviens qu'on avait organisé une espèce de fête foraine pour l'ensemble des collaborateurs du siège, où pendant une journée, on était dans quelque chose qui ressemblait plus à une fête de village, de façon très simple et avec des budgets qui étaient limités. Ça fait un travail formidable sur la convivialité, sur les échanges qu'on peut avoir, sur la connaissance de l'autre. Et au passage, c'est pour moi qu'on l'a fait, et ça, j'y suis sensible. Et ça a un impact sur la performance de l'entreprise. Bien sûr. Mesurable ? Mesurable, alors on veut tout mesurer aujourd'hui. Je crois que c'est évidemment une question importante. Oui, on est des gens pragmatiques, on essaie de mesurer les choses parce qu'on est là pour ça. Après, il y a des choses qui ne se mesurent pas, et tant mieux, puisqu'on sait qu'on touche le cœur de l'homme, on touche son envie de faire, sa passion, on appelle ça l'engagement, mais c'est quelque part l'envie de se lever tous les matins, et ça se mesure pas. C'est quelque chose que l'on vit et surtout que l'on voit et qu'on observe. On a toutes les enquêtes de satisfaction possibles à notre disposition. On en fait beaucoup chez McDonald's. On est c'est vrai, extrêmement attentif à un certain nombre de choses. Donc oui, je suis en capacité de vous dire sur chacun des points quels sont les niveaux de satisfaction. Ce qui est important peut-être, c'est de regarder collectivement comment les gens évoluent et le plaisir qu'ils ont à venir travailler le matin. Patrick Dumoulin, quand vous entendez le discours de Hubert Mongon, moi je raccroche ça à votre problématique qui est la réconciliation entre performance économique et performance sociale. C'est tout ça, c'est la performance sociale, la reconnaissance, ça fait partie de cette performance sociale, de ce souci de l'entreprise que socialement ça aille bien, pour que ça aille bien économiquement. Et puis, question subsidiaire, pourquoi faut-il réconcilier les deux ? Alors, pourquoi il faut réconcilier les deux ? Parce que, déjà, au niveau de la reconnaissance, je crois qu'en France, on a un petit souci avec la reconnaissance, savoir féliciter, savoir remercier. On a toujours peur de conséquences, à savoir si je vais trop loin dans une manifestation de reconnaissance, qu'est-ce qu'ils vont me demander la prochaine fois ? La performance sociale et la performance économique, c'est extrêmement simple. Hubert Mongon a parlé de confiance. Si vous avez des salariés qui n'ont pas confiance dans leur encadrement, qui n'ont pas confiance dans leur management de proximité en particulier, si vous avez des gens qui tous les matins se lèvent sans avoir envie d'aller au travail, il ne faut pas s'attendre à ce que ces gens-là puissent donner le meilleur d'eux-mêmes au quotidien dans leur entreprise, et la performance sociale va être gravement affectée par un manque de confiance, par un manque de fierté dans l'entreprise, par un manque de convivialité aussi au quotidien dans les relations entre les salariés, et cette défiance et ce déficit en termes de performance sociale aura forcément un impact économique. Alors Yves Le Bihan, on a un peu discuté là de la reconnaissance, et surtout de la confiance, ou un peu de la défiance. On commence à comprendre quels sont les contours de cette reconnaissance. Est-ce qu'on peut essayer aussi de savoir d'où elle vient, cette reconnaissance ? Est-ce qu'elle vient forcément de la ligne managériale ? Est-ce qu'elle vient d'autre chose ? Est-ce qu'elle vient du produit ? Est-ce qu'elle vient de l'extérieur ? Qu'est-ce qui fait que dans mon entreprise, je vais être reconnu ? Alors, c'est ce que soulignait tout à l'heure Hubert Mongon, c'est que c'est finalement, évidemment, absolument fondamental et extrêmement complexe. Nous, en observant en fait les entreprises depuis pas mal d'années, on s'aperçoit qu'il y a un premier cercle
de reconnaissance qui vient de l'interne. Je reviens à mon concept de reconnaissance 360. La reconnaissance doit venir d'abord de moi-même, j'ai envie de dire. Une forme de miroir, je me reconnais dans ce qui je suis, ce que je développe. Ensuite, on peut imaginer une forme de reconnaissance assez naturelle, plutôt verticale, avec mon manager, mais aussi de mes pairs, une forme de reconnaissance collective, et puis aussi de mes collaborateurs. Et puis, il y a un cercle extérieur. On l'évoquait en préparant ce débat passionnant. Il y a la reconnaissance que vous renvoient vos fournisseurs, vos prestataires, vos clients, et voilà, l'image de vos produits, de vos services. Donc, c'est encore une fois, il y a, je pense, plusieurs niveaux et plusieurs cercles de reconnaissance interne et externe qui fait qu'à un moment donné, le collaborateur, l'individu, la personne se sent reconnu et fière de ce qu'elle fait. Et donc, elle se lève le matin avec ce sentiment de fierté. Hubert Mangon, quand McDo traverse des tempêtes d'images un peu compliquées, ça se ressent sur la motivation du personnel. La reconnaissance extérieure n'est quelquefois pas là. Enfin, ça va mieux aujourd'hui, mais il y a eu des moments difficiles. Oui, il y a eu des moments difficiles. Et là, on fait quoi quand on est DRH dans ces cas-là? Parce qu'on peut se battre contre... Alors c'est vrai que je pense qu'on est chez McDonald's dans une configuration un peu particulière, puisqu'on fait sans doute partie des 8 à 10 marques les plus connues au monde. Et en tout état de cause, si on avait aujourd'hui à poser la question au public qui est là dans la salle, je suis sûr qu'à peu près tout le monde a un avis sur McDonald's, ce qui n'est pas forcément le cas d'autres entreprises ou d'autres sociétés. Donc c'est vrai que derrière ça, il y a énormément de questions qui sont posées sur la façon dont on travaille, d'où viennent les produits, comment sont gérées les équipes, etc. Donc on est habitué en interne à répondre à une multitude de questions, de sollicitations, voire de critiques, de questionnements sur ce qu'on fait en matière d'environnement, ce qu'on fait en matière de nutrition, en matière sociale. Et donc derrière ça, année après année, et depuis 30 ans qu'on est en France, les équipes ont appris, d'une part, je dirais, à être solidaires, et la notion de solidarité est extrêmement importante, et finalement à se demander tous les jours pourquoi finalement ils travaillent pour cette enseigne. Donc il y a une espèce de cohérence ou de cohésion interne qui s'est mise en place année après année, que moi j'ai observé, ça fait 13 ans que je suis chez McDonald's, et qui nous permet au quotidien de passer le cap des moments peut-être un peu plus compliqués. Je pense que globalement, cette enseigne a connu il y a une dizaine d'années effectivement des sujets voilà, un peu durs. Année après année, je pense à travers l'évolution des pratiques, ce qu'on a pu expliquer, là ce qu'on faisait tout simplement au quotidien, et puis on a encore beaucoup de travail à faire. Les choses se sont mises en place et on a réussi à réconcilier, ce que je trouve intéressant, la fierté qui se dégageait en interne qu'on a toujours eue. Quand on regarde, encore une fois, je parlais des enquêtes de satisfaction interne, on avait des indices, par exemple, où nos équipiers, sur l'employé qui vous sert tous les jours si vous êtes client de McDonald's, ce que j'espère. Tous les jours, peut-être pas. Mais enfin, bon, quand vous voulez, en tout cas, chacun est libre par rapport à ça. Nous disait que pour 74% d'entre eux, ils nous le disent chaque année, ils recommanderaient à l'un de leurs amis de venir travailler chez McDonald's. On ne leur met pas le couteau sous la tempe. Voilà, on est dans un contexte, et pour l'encadrement, c'est plus que ça, parce qu'on est au-delà de 80%. Le tout, c'est que l'opinion sur ces sujets-là n'avait pas tout à fait les mêmes sensations. Et donc, il a fallu, depuis une dizaine d'années, c'est le travail qu'on a fait, c'est de réconcilier, je dirais, les sensations, les points de vue. Et je pense qu'aujourd'hui, les choses se présentent mieux, oui. Comment on fait lorsqu'on a 69 000 personnes à gérer pour instaurer un système de reconnaissance, parce que vous n'êtes pas en direct avec les... Non, bien sûr. équipiers, on a la chance d'avoir des toutes petites entreprises. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, McDonald's France, c'est 1317 restaurants, pour être très précis. Des entreprises qui sont des PME avant tout, donc une multitude de petites PME, de 40-45 personnes en moyenne, avec un espace physique qui est extrêmement réduit. On a l'habitude de parler de cars et de shifts. Donc on a un langage qui est celui des marins. C'est pas pour rien. Donc on est dans un espace extrêmement réduit et on a une mission et une seule qui est de délivrer un produit à une multitude de clients. Ils sont 1 600 000 par jour. Alors pas dans le même restaurant, heureusement, mais dans ces 1300 restaurants. Et donc avant chaque coup de feu, parce que les Français ont l'habitude de déjeuner et de dîner à l'heure, ils sont uniques au monde pour ça. Donc ils déjeunent à midi moins 5, ils arrêtent à 1h15, et puis ils reprennent à 19h30, ils arrêtent à 8h20. Donc tout ça est très scientifique. Et ben on a des rushs, ce qu'on appelle des rushs, on appelle ça des coups de feu, mais on a quelques vocabulaires américains. Et l'intéressant au niveau de la reconnaissance, justement, c'est de faire en sorte qu'au début et à la fin de chaque coup de feu, on met en place une équipe comme exactement on va jouer un match de foot, exactement pareil. D'ailleurs, on a un tableau d'affichage que les clients ne voient pas, qui s'appelle un football field, qui est un endroit où on positionne les équipes exactement en fonction des qualités et des compétences de chacun. Et on se prépare au match, c'est-à-dire qu'on donne les contraintes, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui, c'est quoi les enjeux, etc., les objectifs de vente. 1h30 après, l'équipe se retrouve, ça se passe dans les arrières du restaurant, autour du manager pour débriefer exactement ce qui s'est passé. La reconnaissance est immédiate, positive,
et négative. On en reparlera peut-être tout à l'heure. D'accord, donc ça peut être une sorte de sanction aussi, quoi. Pas forcément une reconnaissance positive. Positive et négative. Je voudrais qu'on parle de la reconnaissance comme outil de performance, parce que c'est un peu le cœur du sujet. Je me tourne vers vous, Patrick Dumoulin. On va mettre le doigt sur le paradoxe de cette reconnaissance. Vous avez commencé à l'évoquer. On comprend que la reconnaissance est un acte gratuit. Ça peut être en tout cas un acte gratuit. C'est une sorte de bonus, une option que le manager, lui, par exemple, peut avoir pour reconnaître qu'un travail est bien fait. Et en même temps, on a bien, vous l'avez dit, on a bien compris que c'est ça qui va faire gagner l'entreprise. Alors, est-ce que un manager à qui on a dit qu'il fallait qu'il soit reconnaissant, est-ce qu'il est dans la sincérité? Est-ce que finalement, il vaudrait mieux qu'il n'ait pas d'ordre préalable pour qu'on ait une reconnaissance vraiment pure? Je ne crois pas tellement à la reconnaissance, une piqûre de reconnaissance au manager, parce que celui qui n'est pas à l'aise et qui ne va pas savoir manier la reconnaissance vis-à-vis d'un de ses collaborateurs, le salarié ne sera pas dupe très longtemps. On a en partenariat avec Entreprises et Progrès, interrogé différents patrons et fondateurs d'entreprises quant à la reconnaissance. Et je citerai ce soir quelques exemples, et je voudrais citer l'exemple de Nature et Découverte, et au travers d'Antoine Lemarchand, leur président. Et Antoine Lemarchand dit l'argent c'est bien, mais il y a une chose qui est importante aussi, en termes de reconnaissance, c'est la fierté. Et la fierté parce que la mission sociale aussi de Nature et Découverte est de reverser une partie de ses profits à des associations, de façon à protéger la nature. Et ce genre de mission que porte Nature et Découverte crée une grande fierté chez ses salariés et ça leur procure aussi un sentiment de reconnaissance important. Donc, par rapport à ce que vous dites, je crois que chaque entreprise est unique. En fait, elle va adapter la reconnaissance à sa culture. Excusez-moi de vous interrompre, mais on interroge toujours les patrons sur la reconnaissance. Mais est-ce que le salarié de Nature et Découverte, il dit la même chose? Est-ce qu'il dit « Waouh, moi je suis très fier parce qu'on verse de l'argent à une cause, et puis mon salaire finalement, c'est secondaire ». Bien sûr, vous doutez bien qu'on ne se contente pas simplement d'interroger les dirigeants, bien sûr qu'on interroge les salariés. On a évoqué cette notoriété publique que nous travaillons avec McDonald's, et donc on interroge les salariés de façon complètement anonyme. L'année dernière, on a interrogé plusieurs centaines de milliers de salariés en France. Je peux dire que dans beaucoup d'entreprises, je pense à des entreprises comme les nordistes, en particulier Leroy Merlin, Decathlon, Kiabi, il y a un fort sentiment de reconnaissance qui habite les salariés sur, je dirais, sur deux axes. Le premier, ça va être l'axe personnel, celui du remerciement, celui du sens donné au travail du salarié et de la mise en valeur du salarié devant les équipes ou vis-à-vis du manager. Le deuxième, ça va être aussi, en termes de reconnaissance, un partage des fruits de l'entreprise. Donc, dans une entreprise performante, on voit de plus en plus de salariés qui sont associés au capital. Je donne un autre exemple. Vous prenez une entreprise qui s'appelle la Financière de l'Échiquier. Vous savez, c'est ces boutiques de gestion d'actifs. Bon, c'est quand même 8 milliards d'euros de gestion d'actifs. Et la Financière de l'Échiquier, 49% aujourd'hui du capital appartient aux salariés. C'est aussi une forme de reconnaissance du travail excellent fourni par cette entreprise et aussi par ses salariés qui ont permis d'arriver à cette performance. Yves Le Bihan, je voudrais vous citer un petit chiffre issu d'un sondage. Pour les 17-30 ans, la reconnaissance est la troisième priorité dans l'entreprise après la rémunération et l'ambiance. Le besoin de reconnaissance est-il donc en croissance? Est-ce qu'on peut dire ça aujourd'hui, qu'on a besoin de plus en plus de reconnaissance dans l'entreprise? Alors, d'abord, tous les jours, il y a des sondages, des enquêtes sur les besoins fondamentaux dans les entreprises. Et voilà, on en partageait un avec Hubert Mangon. Le besoin de reconnaissance apparaît toujours dans le top 3 et souvent en tête. Donc, c'est un besoin fondamental. Est-ce qu'il y a un besoin chez les jeunes, accru et chez les jeunes? Alors, je dirais que c'est un besoin humain fondamental et social au travail qui est absolument transgénérationnel. Mais il est vrai que ce qu'on observe aussi, c'est que chez les moins de 30 ans, ce besoin d'exister, vraiment, je reviens à mon idée de reconnaissance identitaire, est absolument fondamental. Donc, gare aux entreprises qui vont recruter les jeunes de demain à négliger ce besoin de reconnaissance. Parce que les talents, ceux qui font gagner une équipe, au final, qu'on va trouver chez les jeunes, s'ils ne sont pas reconnus
avec toute cette palette de formes de reconnaissance, eh bien, quitteront votre entreprise pour aller chercher ailleurs, et pas forcément pour des raisons de salaire. Hubert Mangon, il reste les moins de 30 ans chez vous? Oui. Oui. Justement, est-ce que c'est pas le signe de ce que vous venez de dire, Yves Le Bihan, le signe aussi que l'entreprise, elle a un nouveau rôle social, voire sociétal, c'est-à-dire qu'elle est là aussi pour peut-être pallier un peu les défaillances du monde extérieur? Est-ce que vous, qui êtes depuis 13 ans maintenant chez McDo, vous avez vu un nouveau rôle un peu émerger, peut-être un peu plus maternant de la part de l'entreprise? Non, je dirais pas ça. C'est vrai qu'il faut jamais oublier que l'entreprise évolue dans un milieu qui est celui de la société en général. Donc il y a une perméabilité totale entre ce que ressentent le citoyen, le consommateur et le salarié. C'est le même. Donc notre métier en tant que responsable d'entreprise, c'est de veiller à ce qu'il n'y ait pas de distorsion entre les messages qui sont adressés aux citoyens, les messages positifs ou négatifs, si possible positifs, du consommateur en ce qui nous concerne, la promesse qui est la nôtre, et le salarié. Internet est juste passé par là, donc à tout moment, y compris nos salariés, y compris quand ils travaillent, tweetent, échangent des informations, échangent des questions, se demandent pourquoi telle ou telle chose, etc. Et donc on a, c'est vrai, plusieurs réflexes qui ont beaucoup évolué ces dernières années. Le premier réflexe, c'est celui de l'information. On doit et on se doit d'avoir une communication immédiate sur un certain nombre de sujets, donc une réponse immédiate à un certain nombre de questions qu'ils se posent. Et ils le prennent, absolument, ils le prennent comme une forme de reconnaissance. Si je fais très caricatural, on parle de respect. Tu me respectes ou pas? Sur quel registre? Tu m'as informé ou pas? Donc on a des passerelles qui sont très étroites. La deuxième chose, c'est qu'on est dans un environnement effectivement extrêmement complexe, si on élargit un petit peu la discussion, où depuis quelques années, quelques décennies, il y a sans doute un peu moins d'État, peut-être un peu moins d'éducation nationale, plus tellement de services militaires, et une famille... Plus du tout même, d'ailleurs. Voilà, et une famille pour laquelle, effectivement, il y a des questions qui peuvent se poser. Donc finalement, tous les éléments structurants effectivement de l'organisation qui était celle de la société en général, font que finalement aujourd'hui, nous, en tant que responsables d'entreprise, et moi je le sens à titre personnel de façon extrêmement forte, on a le sentiment que toutes les attentions convergent vers l'entreprise, son leadership et ses dirigeants en particulier. Et en particulier au milieu des dirigeants, le président de l'entreprise et en général son DRH, puisqu'il est là pour représenter un certain nombre de valeurs, osons le mot, qui aujourd'hui sont néanmoins importantes. Et donc c'est vrai qu'il y a une espèce d'attention, focalisation qui est portée vers ceux pour lesquels la question qui nous est posée, est-ce que vous au moins, il y a le vous au moins, vous allez nous dire des choses que vous allez tenir? Est-ce que vous au moins vous savez où on va? Est-ce que vous au moins vous allez me permettre de grandir dans l'organisation et en dehors de l'organisation? Donc on touche à la question de l'employabilité au passage. Et tout ça, ce sont des questions qui nous sont posées. On ne peut pas en faire l'économie. À charge pour nous d'essayer de relever le défi, et c'est le boulot de tous les jours. Et en même temps, c'est pas non plus le boulot de l'entreprise de répondre à toutes ces questions, puisque son premier boulot, c'est quand même de vendre des produits. Oui et non, parce qu'aujourd'hui, j'ai un patron qui m'explique tous les jours que perception vaut loi, et je pense qu'il a raison. La perception qui est celle de notre environnement, des salariés, collaborateurs, des consommateurs, est celle-là. À nous de la traiter. Quand vous accompagnez, Patrick Dumoulin, quand vous rencontrez des chefs d'entreprise, ils ont conscience de ce que vient de dire Hubert Mangon, ils vous le disent, et ils ont besoin. Alors vous peut-être, Yves Le Bihan, vous pouvez me parler un peu de ça, c'est-à-dire comment on accompagne aujourd'hui un chef d'entreprise qui se retrouve confronté avec un problème d'entreprise maison, quoi, un peu plus qu'avant. Comment ça se passe? Yves Le Bihan? Je suis pas sûr d'avoir, de comprendre la question. Alors je reprends ma question. Pardon. Lorsqu'on se trouve devant le patron de McDo et qui dit perception vaut loi, comment on fait pour l'accompagner pour que son entreprise devienne un peu plus un lieu social, un lieu parce que on n'est pas forcément formé à ça. Ok, je réponds maintenant. Ah bah si vous voulez, allez, Patrick Dumoulin. Je crois que Hubert Mangon l'a souligné, on a une évolution de ces 20 dernières années, en particulier avec l'arrivée d'Internet, qui est fondamentale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout ce qui se passe à l'intérieur de l'entreprise, il ne faut pas se faire d'illusions, ça se sait à l'extérieur. Donc les gens tweetent, bloguent, envoient des messages, etc. J'étais cet après-midi avec des jeunes et j'ai demandé à une jeune femme combien de SMS vous envoyez par jour. 150, elle me dit. Donc je me suis demandé quand est-ce qu'elle travaillait, mais elle me dit oui, j'envoie 150 SMS par jour. Donc aujourd'hui, en ce qui concerne en particulier les jeunes générations, ils vont avoir des attentes beaucoup plus fortes et qui vont obliger les dirigeants à prendre certaines positions. Certaines choses qui étaient
j'ai pas peur de le dire, acceptables ou acceptés par les salariés il y a 10 ou 20 ans, aujourd'hui ne le sont plus. Par exemple, un salarié a besoin d'avoir de la vision, il a besoin aussi d'avoir des dirigeants qui vont être proches de lui, et on voit tous les jours monter des thèmes importants. On a souligné l'employabilité, mais je parlerai aussi de l'éthique et l'exemplarité des dirigeants. Je parlerai aussi de l'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle. Donc, quand on regarde aujourd'hui, l'exigence d'un salarié n'est pour moi pas le même qu'il y a 20 ans. Il est plus fort et les attentes vont de pair. Est-ce qu'il est aussi plus personnalisé? Est-ce que cette exigence, elle est plus personnalisée? Vous avez parlé de l'exemplarité des dirigeants. On va attendre plus de leur part. On le voit beaucoup pour les politiques, par exemple. Ça, hein. Est-ce que c'est un bon exemple? Non, c'est un exemple. Je ne sais pas s'il est bon, mais on le voit quand même à l'extérieur de l'entreprise. Est-ce qu'on sent aussi dans l'entreprise, selon vous, une plus forte exposition des managers? Sûrement, mais les managers en ont tout à fait conscience. Donc, en ce qui me concerne, je rencontre beaucoup de dirigeants qui sont, en termes d'exemplarité, d'excellents exemples. Mais aujourd'hui, oui, c'est une préoccupation importante. Et quand on a parlé aussi de la versatilité, par exemple, des jeunes générations, eh ben, les jeunes générations, moi j'ai un bon exemple, j'aime bien citer Blablacar. Donc Blablacar, c'est l'entreprise en ce moment dont tout le monde parle, un jeune type qui, ne pouvant pas prendre le train, etc., etc., on connaît tous l'histoire. Il vient de lever 100 millions de dollars cet été. Transport partagé. Hein, Covoiturage. Covoiturage. Il vient de lever, Frédéric Mazella vient de lever 100 millions de dollars cet été. Donc du jour au lendemain, l'entreprise s'est retrouvée sous un feu médiatique, s'est retrouvée avec des obligations qui étaient déjà importantes, mais encore plus importantes. Et comment se comporte le dirigeant? Il n'a pas changé d'un iota. Il est resté le même, proche, disponible et accessible pour ses troupes. Et là, en termes d'exemplarité, là où maintenant il va falloir passer la vitesse supérieure, il y a un sentiment d'adhésion des équipes de Blablacar qui est énorme. Et je pourrais multiplier les exemples à l'infini. Vous nous citez quelqu'un qui est de façon innée, on va dire, dans une forme de transparence, de reconnaissance, etc. Mais ce n'est pas forcément le cas de tout le monde. Est-ce que ça s'apprend? Est-ce qu'il y a dans les écoles, je ne sais pas, de ressources humaines, maintenant, il y a des disciplines pour apprendre aux futurs RH d'être dans la reconnaissance? Je ne peux pas répondre, j'ai quitté l'école depuis trop longtemps. Ouais, mais on peut toujours la tourner de temps en temps. Yves Le Bihan. Non, j'ai eu le temps de mûrir ma réponse. Merci Patrick. Non, sur votre question, et ça va rejoindre le point d'après. Moi, je crois vraiment qu'en particulier en France, il y a un vrai travail de formation, d'accompagnement, d'entraînement de nos managers et de nos dirigeants à l'intelligence socio-émotionnelle. Parce que reconnaître finalement et accepter une reconnaissance, c'est pas évident de montrer. Donc je crois, et peut-être qu'on partagera ce point. Donc il y a vraiment ce travail d'accompagnement. Et le deuxième point... Vraiment, juste quand même l'intelligence socio-émotionnelle, une petite explication, Yves Le Bihan. C'est très simple, c'est est-ce que je suis conscient, là en ce moment, est-ce que je suis conscient de mes sensations physiques et de mes émotions? Est-ce que j'en suis conscient? Et le point 2, c'est est-ce que je suis capable de les exprimer? Quand le lundi matin, je suis un dirigeant et je vais voir un collaborateur, je sais qu'elle a eu une semaine difficile ou un week-end très difficile. Quand je vais la voir, je lui demande alors comment s'est passé ton week-end, et j'écoute vraiment sincèrement la réponse. Et que là, je laisse mon cœur parler. Là, c'est une forme de reconnaissance très puissante. Mais tout le monde, malheureusement, n'est pas formé ou naturellement tourné vers ce genre d'authenticité. Donc là, comment on passe du leader, du dirigeant héroïque au dirigeant authentique? Et moi, je crois que c'est ça. Il y a une des révolutions, une transformation managériale qui est en train de se jouer là. Hubert Mongon, lorsqu'on est DRH, au niveau où vous êtes, on a surtout des managers à manager. On a beaucoup de responsables. Vous leur dites qu'ils ont une marge de manœuvre pour exercer la reconnaissance. Comment ça fonctionne? C'est à la fois plus simple et plus compliqué. Oui. On a la chance chez McDonald's d'avoir décrété il y a déjà très longtemps, une cinquantaine d'années, que le diplôme n'était pas un élément déterminant au moment du recrutement. Quand on dit ça en France, c'est un gros mot, parce que vous êtes juste à l'opposé total de ce que sont les Français. Moi, je participe à un certain nombre de réunions internationales. Les seuls au monde qui se présentent après avoir décliné leur nom et leur prénom, qui présentent leur formation et le diplôme, etc., c'est les Français. Il n'y en a pas d'autres. Hein. Comme ça, on les repère tout de suite, ce qui est au moins à ce mérite. C'est une forme de reconnaissance personnelle. Voilà. Nous, on a fait le choix contraire, qui est de dire finalement le diplôme n'est pas un élément déterminant, non pas qu'il ne sert pas à quelque chose, parce qu'il ne faut pas de démagogie par rapport à ça, mais ça nous oblige du coup derrière à rentrer dans une façon d'évaluer le candidat et donc le futur manager sur
3 principaux critères. Le premier critère, c'est évidemment la qualité de l'expérience professionnelle. Quand je dis qualité, c'est avec toute sa profondeur, tout son volume, toute la diversité effectivement et la richesse de l'expérience. À titre d'exemple, on ne m'a jamais demandé, quand je suis rentré chez McDonald's, qu'est-ce que j'avais fait avant. Par contre, la façon dont je véhiculais un certain nombre de réflexes, etc., était évidemment très, très importante. La deuxième question que l'on essaye de traiter quand on embauche effectivement un manager ou d'autres responsables, c'est finalement la qualité de l'engagement. Donc on est bien sur le sujet de ce soir, quelque part. C'est la qualité de l'engagement, c'est quoi? C'est la volonté, quel que soit l'endroit où on est, quel que soit ce que l'on fait, quel que soit le projet que l'on mène, quelle que soit sa responsabilité, quel que soit son statut, de mener quelque chose à fond, avec un niveau de passion et un niveau de volonté qui est peut-être un peu plus fort que la moyenne. Pourquoi? Parce qu'on fait un métier assez difficile et on a besoin de gens, de personnalités qui vont jusqu'au bout de ce qu'ils font, quel que soit, encore une fois, le niveau de responsabilité. Et la troisième chose, c'est la qualité de la personnalité. Et on rejoint évidemment un point qu'évoquait à l'instant mon voisin. Quand on dit qualité de la personnalité, c'est quoi? C'est on adore des gens qui véhiculent quelque chose, on n'aime pas les tièdes, on aime bien les gens qui croient en ce qu'ils font, qui croient en ce qu'ils sont, qui ont plutôt confiance en eux, quel que soit le niveau de responsabilité. Ça commence par un équipier qui, malheureusement, peut avoir quitté l'école à 14 ou 16 ans dans des conditions un peu compliquées, qui a vécu des choses un peu compliquées, qui, à un moment donné, se dit écoute, voilà, j'ai envie de quelque chose et je vaux quelque chose. Et c'est cette graine-là que l'on prend et que l'on fait grandir. Moi, je n'ai pas une ligne de mon plan de formation sur la question que vous me posez, qui est de dire comment on fait grandir un manager eu égard à la reconnaissance. S'il est manager quelque part, et si on l'a bien évalué en tant que manager, si on l'a positionné en tant que manager, c'est qu'on avait identifié chez lui les qualités et les compétences pour faire ce métier qui, je crois, est un des plus difficiles qu'il soit. Et qu'on lui a laissé une part d'autonomie, d'initiative. Finalement, on est un peu dans la initiative, mais la subsidiarité, finalement, c'est aussi un peu le lieu de la reconnaissance. Il faut que le manager puisse être... c'est pas il faut, que ses qualités puissent s'exprimer, finalement. C'est pas il faut, c'est aujourd'hui la première chose que demande un manager, c'est d'avoir la responsabilité d'une équipe, donc d'être chef. Et d'être chef, c'est d'assumer l'intégralité de la chaîne des missions qui lui sont données. Donc, c'est pas en plus, c'est pas à côté, c'est dedans. Donc la question, c'est est-ce qu'il est dedans ou pas? S'il n'est pas fait pour ce métier, on essaie de corriger les choses. Ici, malheureusement, c'est pas le cas. Et si on s'est trompé, il faut en tirer les conclusions. Alors justement, les conclusions, Patrick Dumoulin, est-ce que c'est risqué la reconnaissance? Est-ce que ça peut être dangereux? Parce que vous parliez où c'est Le Bihan qui puis citait ce patron sympa qui serre les mains et qui écoute avec son cœur. En même temps, il ne peut pas faire que ça. Et puis, ça peut être taxé de démagogie aussi, cette attitude-là. La reconnaissance peut être dangereuse, oui, vous avez tout à fait raison. Je vais prendre un exemple. Si elle n'est pas transparente, par exemple, en termes de bonus, en termes de gratification, si on a l'impression qu'il y a des chouchous... Inéquitable, par Inéquité, exemple. s'il y a de l'inéquité, oui, la reconnaissance peut être dangereuse. Donc, ça veut dire aussi que les processus de reconnaissance doivent être clairs pour chacune et chacun dans l'entreprise, de telle façon que les managers qui vont utiliser la reconnaissance ne puissent pas être taxés de favoritisme. Donc la transparence est nécessaire, bien sûr. Et en même temps, la reconnaissance, c'est pas la même chose pour tout le monde, sinon c'est plus de la reconnaissance. C'est-à-dire qu'il y a aussi quelque chose de personnalisé dans la reconnaissance. Non, Hubert Mongon ? Je vais précéder Hubert Mongon, mais il a vraiment envie d'en parler. Donc, oui, il peut y avoir. Vous avez des gens dans les entreprises qui vont être des locomotives, ils vont contribuer à développer le business de façon très importante. À un moment, ces gens-là doivent être reconnus au niveau aussi où ils performent. Quand vous prenez une grande équipe de vente, c'est statistique, vous avez 10% des gens dans l'équipe qui sont des stars, vous en avez 80% qui font bien leur boulot, et vous en avez 10% qui sont à la traîne. Donc il faut avoir de la personnalisation en termes de reconnaissance pour ceux qui vont tirer les wagons de l'entreprise. Mais que les critères soient clairs, c'est ce que vous dites. Mais que les critères soient clairs. Hubert Mongon. Oui, c'est peut-être là-dessus, effectivement, je voulais réagir. On fait de grands progrès en entreprise quand on arrive à expliquer clairement les règles du jeu. Il n'y a pas de raison de faire jouer un match à une équipe de foot sans lui expliquer les règles du jeu. En entreprise, c'est exactement pareil. À partir du moment où les règles sont claires et qu'elles sont communiquées à tout le monde, du haut en bas et de gauche à droite, on fait en général un grand pas. Je l'ai vécu dans plusieurs organisations. Il y avait avant, il y avait après. Je peux vous certifier que ça déblaye un certain nombre de frustrations, de questionnements, d'inquiétudes. Voilà. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est la cohérence. C'est le sujet qu'évoquait à l'instant Patrick Dumoulin. Il faut qu'on arrive à faire comprendre, et c'est pas facile. Facile pour moi aujourd'hui sur ce plateau de donner un certain nombre d'orientations, mais c'est un sujet compliqué. Il faut qu'on arrive à expliquer pourquoi un responsable gagne plus
qu'un autre, quel type de responsabilité il peut avoir. On nous pose la question tous les jours en disant « mais moi qui suis une assistante derrière mon bureau tous les jours, qui répond au téléphone, etc., pourquoi je suis pas mieux payé que quelqu'un dont je vois qu'il se balade en voiture et que... c'est pas juste. Voilà, c'est pas juste. Donc la cohérence, il faut que là-dessus, on ait, chaque entreprise a sa vision, sa stratégie, mais il faut que ça soit et qu'on s'y tienne. Et je pense que c'est là le challenge principal, c'est à la fois d'avoir des règles et de s'y tenir. Voilà, tout écart entre les deux est susceptible d'être relevé et par nature pénalisé. Donc la reconnaissance, c'est quelque chose qui doit être manié avec, on va dire, avec parcimonie, avec une certaine, avec un certain discernement en tout cas. On parlait de reconnaissance financière. Oui, mais et le reste non. Oui, bien sûr. Enfin, on est sur quelque chose, on l'a dit tout à l'heure, je pense que c'est extraordinairement compliqué. Donc ça demande beaucoup de lucidité. C'est vrai qu'il y a des jours où un manager peut être un peu plus fatigué. Moi, j'ai vu des managers traverser des couloirs parce que ce jour-là, il pensait à quelque chose sans dire bonjour. On lui a juste reproché pendant 6 mois, alors que ce jour-là, il n'avait pas fait attention et qu'il l'avait fait avant, il l'avait fait après. Donc il faut qu'on soit conscient effectivement des responsabilités qui sont les nôtres. Moi, je peux vous le dire à titre personnel, c'est vrai que voilà, on est extrêmement épié, on va dire, au sens noble du terme. Yves Le Bihan. Non, je veux juste réagir. Éminemment complexe, oui, en même temps tellement simple. Je veux dire, la reconnaissance, elle est marquée par la qualité d'attention. Quand vous posez la question, pardon de revenir dessus, mais le lundi matin, comment vas-tu ? Votre qualité d'attention pour la réponse va permettre à la personne d'être reconnue. Donc voilà, complexe et en même temps très très simple. D'accord, mais ça marche dans une PME, il y a 15 personnes, mais quand il y a 69 000 personnes, je pense que Hubert Mongon ne va pas voir les équipiers pour leur demander comment ils vont tous les lundis matins, même si vous le feriez. Vous n'avez pas 69 000 personnes sur un même site, ce qui est quand même plutôt une bonne nouvelle. Donc, pour ça, c'est une chance, vous voulez dire. Voilà, c'est pour ça que quand je reprenais mon exemple tout à l'heure et des équipes qui sont les nôtres, on a en moyenne sur une période déterminée de la journée 20-25 personnes. Il est évident que tout le monde se connaît, tout le monde s'apprécie. Et on est typiquement, effectivement, dans le sujet qui est évoqué. Doug Conant, qui était l'ancien patron des soupes Campbell's américains, il a très bien compris le pouvoir de la reconnaissance. Et lui, il est fier d'avoir pu écrire plus de 3000 lettres de reconnaissance personnelle à ses collaborateurs. Non, on n'est pas à l'échelle de 70 000 collaborateurs, mais quelque part, c'est accessible, c'est faisable. Juste un autre exemple par rapport à ça. J'ai connu au sein du groupe Bouygues, et c'est important de le noter, un responsable d'entreprise qui, le 2 janvier, lorsque les équipes en général reprenaient le travail, faisait le tour de l'intégralité du siège, de haut en bas, donc avec 5 minutes adressées à chacun, et ça lui prenait 48 heures. Je peux vous dire que ces 48 heures-là étaient extrêmement attendues, évidemment par lui, parce qu'une somme de messages, d'informations, de sensations ressenties à ce niveau-là. Et pour le collaborateur qui ne le voyait pas tous les matins, voilà, une source d'attention. On parlait d'attention tout à l'heure. Moi, j'ai envie de dire bienveillance. Et c'est peut-être le sujet qui est au cœur des enjeux de notre société d'aujourd'hui. Sommes-nous encore suffisamment bienveillants dans un monde qui est juste un petit peu compliqué ? De toute façon, on y reviendra tout à l'heure. Alors, vous évoquiez Bouygues avec ses mines oranges, cette espèce de confrérie interne. C'était un mode de reconnaissance pour les meilleurs. C'est l'élite des compagnons, absolument. Donc ça, c'est de la reconnaissance. Oui, une certaine forme de reconnaissance. Je voulais justement qu'on parle de ces moyens, quelquefois un petit peu inattendus. En France, est-ce qu'il n'y a pas un problème, vous l'avez dit, Patrick Dumoulin, sur la reconnaissance, qu'on ne voit pas dans d'autres pays ? Vous avez tous une expérience internationale, vous connaissez les États-Unis, évidemment. Est-ce qu'il est possible de voir l'employé du mois, par exemple, en France ? C'est quelque chose qu'on peut voir aux États-Unis, ça. C'est une forme de reconnaissance. En France, je vais pas parler pour McDonald's, mais on sait tous que l'employé du mois existe chez McDonald's. Je vais donner un exemple. Il existe comment ? Excusez-moi, il est mis en scène, il y a sa photo Oui, on a un petit... en interne, à l'externe ? Oui, en interne. C'est-à-dire dans la salle équipier, dans la salle de repos, vous avez un petit tableau où, effectivement, l'équipier qui a le mieux performé, et sur la base de critères objectifs, effectivement, est récompensé. Ça passe très bien dans notre culture française ? Alors, peut-être qu'il faudra faire évoluer les choses, parce que ça, effectivement, ce sont des modèles qui peuvent être questionnés à l'heure des nouvelles générations. On en parlait tout à l'heure. Il y a d'autres façons de reconnaître aujourd'hui les équipes. Voilà, c'est un moyen parmi d'autres. Alors, Patrick Dumoulin, je vous ai coupé. Est-ce qu'en France, on a un problème avec cette reconnaissance ? Enfin, est-ce qu'on a la culture du positif ? Est-ce qu'on sait dire aux gens ce que tu fais, c'est bien ? Est-ce qu'on n'est pas plutôt à leur dire ce que tu fais, c'est pas bien ? Est-ce qu'on a la culture du positif ? Oui. Dans un pays qui, objectivement, est plus pessimiste
Les Français sont plus pessimistes que les Irakiens, les Afghans et les Nigérians Ils sont réunis. vraiment en bas de tableau, je crois. Ils ont, Donc, oui, oui, oui. je ne sais pas si dans la salle, je ne sais pas si dans 3%. chez les téléspectateurs ou parmi les gens qui sont ici ce soir, il y en a beaucoup qui sont allés en vacances dans les pays précités, mais en termes d'optimisme, vous conviendrez quand même qu'on est un petit peu à la remorque. Donc, en termes de reconnaissance, là aussi, et j'ai bien aimé ce que vous avez dit tout à l'heure, on se rend compte, par exemple, qu'il y a des grands patrons qui ont complètement oublié que dans leur entreprise, il pouvait y avoir une base. Donc, cette intelligence émotionnelle et cette sensibilité, Dieu sait si l'ont-ils eu un seul jour, parce que formatés comme ils sont dans des excellentes écoles, on leur explique que l'important, c'est d'aller au sommet, et plus ils montent vers le sommet, moins ils regardent la base. Aujourd'hui, on a dans beaucoup d'entreprises des gens qui sont un peu mal à l'aise avec le simple fait de dire merci. Et je vais prendre le contre-pied de ce que je dis. Il y a une entreprise qui s'appelle Davison Consulting, donc 1300 salariés, créée fin 2006. Et Édouard Mandelkern, leur président, qui au passage est numéro 1 des entreprises où il fait bon travailler, dit « Chez nous, la base de la culture, c'est savoir dire merci et savoir dire bravo ». Et donc, c'est quelque chose qui va sous-tendre l'ensemble de la reconnaissance de l'entreprise. Ça débouchera aussi sur de la reconnaissance matérielle, bien sûr, mais le simple fait de savoir dire merci et bravo, ça fait en sorte que les managers vont avoir une vraie proximité avec leurs salariés, avec leurs employés, et aussi le fait de pouvoir féliciter régulièrement a un impact très, très positif. C'est plus difficile en France qu'ailleurs. Oui, je pense que c'est... Et pourquoi, à votre avis? On ne va pas parler de la morale judéo-chrétienne. Si, on va en parler, justement, c'est ça qui est parlons de la morale judéo-chrétienne française, qui font qu'il y a des choses avec lesquelles on a des problèmes. On a des problèmes avec l'argent, par exemple. Est-ce qu'un chef d'entreprise peut gagner de l'argent en France? Si vous me posez la question, je vous réponds oui. Un chef dans l'entreprise qui crée des emplois, qui développe une entreprise, il est tout à fait légitime qu'il gagne de l'argent. Vous allez dans tous les pays du monde, on applaudit à deux mains des gens qui gagnent de l'argent. Donc on a des problèmes comme ça avec la reconnaissance, on a des problèmes aussi avec l'argent. Ben, il ne faut pas avoir peur de dire les choses et de casser certains tabous. Au passage, j'ai posé la question à Yves Le Bihan. Quand on vous entend, on se dit, est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème de reconnaissance, entre guillemets, du bas vers le haut? C'est-à-dire que nos dirigeants, puisqu'on est soit jaloux, soit français, soit judéo-chrétien, je ne sais pas, on a tendance à ne pas reconnaître leur qualité parce que ça va, c'est bon, ils ont déjà des gros salaires. Et est-ce que ce n'est pas un problème, finalement, dans l'autre sens? Est-ce que, manquant de reconnaissance, ces gens-là ne l'instaurent pas? Alors, là, on est, pardon de jargonner un peu, mais on est vraiment dans un système. C'est-à-dire que à démarrer par le dirigeant lui-même doit incarner cette reconnaissance naturelle, authentique. Moi, dans la salle, là, je connais un dirigeant d'une entreprise que je salue au passage. Il l'incarne au quotidien. C'est-à-dire que ça lui fait plaisir de savoir que ses collaborateurs se sentent bien. Ça lui fait plaisir d'aller voir ses collaborateurs en signifiant leur reconnaissance. Et du coup, en retour, les collaborateurs, naturellement, lui renvoient ça. Donc, c'est encore une fois, c'est tout un écosystème, mais qui doit d'abord, à mon sens, être incarné par le dirigeant. Et est-ce que finalement le dirigeant n'attend pas plus, on va dire, de ses collaborateurs de reconnaissance? Et qu'est-ce qu'il en attend? Vous qui les fréquentez, ils vous disent quoi, leurs collaborateurs? Ils vous disent, moi, on me dit pas bonjour. Je sais pas, c'est quoi leur problème? Pardon, mais je crois que c'est vraiment ça tient à la culture de la société. Il se trouve qu'il y a des sociétés dans lesquelles on ne se dit pas bonjour, mais ça démarre encore une fois par les dirigeants. Donc on touche vraiment à la culture de l'entreprise et c'est très compliqué de la faire évoluer. En revanche, je crois, moi, à la stratégie des petits pas. C'est-à-dire qu'il suffit de dire bonjour, merci, bravo, je suis fier de toi, etc. Ça démarre par une attitude, une ouverture au quotidien et incarnée d'abord par les dirigeants. Alors, notre débat touche à sa fin. Je voudrais, en guise de conclusion, vous entendre sur une question simple. Vous souriez, Patrick Desmoulins, c'est vous qui avez commencé. Est-ce que finalement l'entreprise n'est pas un petit modèle de la société et que les questions de reconnaissance qu'on a débattues, malheureusement trop succinctement, sont-elles pas le reflet de problèmes finalement plus larges qu'on rencontre dans la société en général, selon vous? Non, je ne ferai pas ce raccourci parce qu'il y a beaucoup de dirigeants de grande valeur. Il y en a beaucoup plus qu'on ne croit, qu'on ne le dit, qu'on ne l'écrit dans notre pays pessimiste et qui portent des vraies valeurs et qui développent et qui implantent des cultures fortes d'entreprise. Et donc, ces gens-là avec des vraies valeurs, j'étais la semaine dernière, par exemple, aux entretiens de Valpré à Lyon, sous l'égide de Monseigneur Barbarin.
j'ai entendu des témoignages absolument intéressants de gens très engagés, aussi bien en termes de reconnaissance que sur d'autres sujets. Et je crois qu'il y a beaucoup de dirigeants qui portent remarquablement bien toutes ces notions de reconnaissance et qui les appliquent dans leurs entreprises. Et il n'y a pas de surprise quand c'est bien fait, intelligemment. Et la performance sociale, là, c'est le cas de le dire, va rejoindre la performance économique. Hubert Mangon, sur cette question de l'entreprise miroir de la société, ça vous parle ? Enfin, je me suis exprimé tout à l'heure là-dessus, effectivement, et sur la question de la perméabilité entre ces environnements. C'est un écosystème au milieu d'un autre, au milieu de beaucoup de choses. Non, je crois que là-dessus, il faut avoir l'esprit que, et je rejoins Patrick Dumoulin là-dessus, beaucoup de choses viennent d'en haut. Moi, j'ai eu la chance dans mon parcours de côtoyer de très très grands patrons. Et quand je dis de très grands patrons, c'est que derrière eux, il y avait cette volonté de donner la parole, donner l'initiative. Derrière eux, il y avait ce sens de la créativité, ce sens de la volonté de faire et une reconnaissance qui était associée. Moi, j'ai été très marqué quand j'étais beaucoup plus jeune par un de nos patrons qui nous avait, on avait tous une trentaine d'années, constitué un comité de direction avec tout l'ensemble des métiers et qui finalement a confié la stratégie, l'avenir de l'entreprise à un petit groupe de 5 ou 6, 7 jeunes responsables et qui s'y est tenu. C'est-à-dire que c'est quelque chose, c'est des paris qui sont faits aujourd'hui dans un environnement qui est compliqué. Et je crois que le maître mot de tout ça, alors après on peut évidemment y trouver des valeurs chrétiennes notamment. Je pense que le maître mot de tout ça, c'est la bienveillance, l'attention qui est portée à l'autre dans un environnement comme l'entreprise ou dans la vie de tous les jours et qui fait qu'à un moment donné, effectivement, l'être humain est touché. Et au plus profond et pour longtemps. Et ça, il n'y a pas besoin de sortir des grandes écoles de management pour le vivre. Parce que dans l'entreprise, on peut finalement vivre des expériences audacieuses et qu'on pourrait reproduire peut-être à l'extérieur. Vous parlez de la jeunesse, peut-être donner un peu plus les rênes, par exemple, à des groupes plus jeunes ou à des gens... Non, je ne me lancerai pas là-dedans. Enfin, je sais que les entreprises comme les nôtres, il n'y a aucun tabou là-dessus. Quand on accueille effectivement des jeunes issus des générations de Y, Z, vous les appelez comme vous voulez. Alors le tutoiement aide beaucoup à ça, mais on se fait challenger de façon immédiate. D'abord parce que c'est cette génération, et deux parce qu'à un moment donné, effectivement, chacun doit pouvoir s'exprimer. Et on ne peut pas recruter des gens sur leur engagement, leur personnalité, leur volonté, leur âme, on va dire au sens large, sans à un moment donné être cohérent. Et l'objectif pour un manager, c'est d'être cohérent et de faire en sorte que tout ça fonctionne de façon dynamique. Pour le bien de l'entreprise, évidemment. Et des équipes. Et des équipes. Et des équipes. Dans l'ordre. Yves Le Bihan, cette question de l'entreprise miroir sociétal, en 10 secondes, évidemment. En 10 secondes. Oui, bien sûr. Très bien. Moi, je pense que les modèles économiques et les modèles de société sont en train de changer. Qu'on va droit dans le mur si on ne change pas nos modes de rapport, de collaboration. Je veux dire par là qu'il est grand temps maintenant de faire de la place à la gratitude, à la générosité, à l'altruisme, à l'écoute, à la bienveillance, comme disait mon voisin, et dans la société et de fait dans l'entreprise. Il est grand temps. Merci beaucoup. Ce mardi des Bernardins s'achève. Hubert Mangon, Patrick Dumoulin et Yves Le Bihan, merci de votre participation. À mon tour de vous exprimer toute la reconnaissance de tous ceux qui vous ont suivis ce soir. La semaine prochaine et celle d'après, vous pourrez suivre la diffusion du colloque organisé ici même par l'archevêché de Paris et le barreau de Paris autour des questions « Étranger qui es-tu et étranger dans tous ces états ». Merci et bonsoir à tous.